Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne surtout pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. Au programme aujourd'hui, comme toujours, des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur. Pour m'accompagner, aujourd'hui nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique. On commence à ma droite. Musique, c'est un passionné de sport. Il adore la voile, le cyclisme sur route, le cyclisme sur piste, le roller et j'en passe. Il a été champion du monde de cyclisme sur piste Masters. Le capitaine Yann Dujarrier est avec nous. Je suis toujours champion du monde en titre, s'il vous plaît, Champion Mickaël. du monde, effectivement. Ouais. Jusqu'à octobre cette année, normalement, si tout va bien. Voilà. Tous les sports que j'ai cités, ce sont vos passions. C'est le minimum quand même. Hein, c'est le minimum, oui, on ne peut pas passer une heure sur vous, Yann Dujarrier. C'est le strict minimum. On continue notre tour de table à gauche, musique. Vous le connaissez tous, c'est l'Italian Lover, Grégory Canelli, journaliste chez TV78. Oh, attendez, il y a un problème. Ce n'est pas sa musique, eh bien non, c'est Vicente Merian Santisteban qui sera le remplaçant de Grégory sur cette émission. Il est aussi journaliste chez TV78 et il connaît très bien le sport local et il est d'origine basque, comme vous pouvez l'entendre. Bonjour Vicente. Bonjour Mickaël, je suis ravi d'être ici parmi des légendes. Moi j'ai grandi en vous regardant, je séchais les cours pour vous regarder, voilà, donc c'est un plaisir d'être ici avec vous. On est très content en tout cas de vous avoir. Je sais que vous serez à la hauteur, hein. Vous allez bien remplacer Grégory. Peut-être qu'il ne reviendra pas sur cette émission, hein. On ne sait pas. Hein. Je vais me faire taper si je commence à prendre sa place, je pense qu'il y aura conflit. On continue notre tour de table musique. Il est de retour après un break à la montagne. Il est en forme, il est bien bronzé, il est motivé. Notre gladiateur Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous pendant une heure. Salut les amis, forme et bonheur à tous. Oui, effectivement, bien oxygéné. Bien bronzé. Bien bronzé, voilà. Après, on a eu une semaine de rêve. Une semaine de rêve. Donc, en pleine forme pour... Une neige magnifique. Neige magnifique. Il faisait froid la nuit, donc canon marchait bien. C'était canon. Voilà. Et vous avez révisé quand même tous les sujets évidemment, pour l'émission d'aujourd'hui. J'avais un peu de temps pour suivre l'actualité régionale. Enfin, notre dernier chroniqueur musique, c'est une légende vivante, un mythe. Il est incroyable, spectaculaire, blagueur, extraordinaire, inimitable. On est toujours très heureux de l'avoir dans cette émission. Coach Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Bonjour à tous. Comment allez-vous, coach ? Pleine forme. Pleine forme, détendu aussi. Oui, toujours. Un nouveau, là, un petit basque. Un petit basque. Il aime bien le rugby aussi. Impec. Voilà. Il avait intérêt d'ailleurs, il avait intérêt. Un petit bisou quand même, un petit bisou à Greg. Bon rétablissement. Bon rétablissement à Grégory qu'on retrouvera normalement dans la prochaine émission. Mais bon, sait-on jamais, hein, les remplaçants des fois peuvent devenir titulaires. Alors avant de passer au programme de l'émission, on commence tout de suite par du rugby. Un Yvinois qui brille en ce moment, Léo Barré, a été désigné homme du match lors de la victoire de l'équipe de France des moins de 20 ans, 47-20 face au Pays de Galles pour le tournoi jeune des 6 nations. Léo Barré, qui est l'homme en forme du moment, il a réalisé de belles performances avec son club du Stade français. Il les confirme et se fait un nom dans le monde du rugby. Est-ce que c'est une surprise ou pas ? On en parle depuis quelques émissions de ce Léo Barré. Est-ce que c'est une surprise ? Vous donnez la parole, Pierre, vous qui le connaissez bien. Il vient du Rugby Club de Versailles. C'est un jeune Versaillais au départ. Il a commencé à 6 ans, je crois, au club. C'est ça. Et c'est pour deux raisons, ce n'est pas une surprise. La première, c'est que c'est une affaire de famille chez les Barrés. Michel, le grand-père, a été président du RC Versailles pendant de nombreuses années. Arnaud, son fils, après avoir été joué au Racing, notamment, où il a été champion de France Crabos, est revenu à Versailles. J'ai joué avec lui à des temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et puis donc Léo qui arrive derrière, qui a fait son école de rugby à Versailles avant de partir à Massy. Et puis là, c'est une lente ascension parce que la deuxième raison, c'est que c'est un bon Boulagasse qui est élevé au grain, qui a pris le temps de tout, qui est bien conseillé notamment par son père et son grand-père, qui est bien entouré, qui est bien dans sa tête. C'est vraiment un super gamin qui a des notes physiques assez étonnantes. C'est vraiment un beau bébé pour un 1m89 pour 89 kg. Ouais, c'est une de muscles, bien sûr. Une belle armoire versaillaise et là il commence effectivement à faire des merveilles au Stade français. En 10, en 12 ou en 15 et puis jusqu'à l'équipe de France des U18 et U20 où il a été là par exemple il y a à peine une semaine meilleur joueur de l'équipe de France des U20 contre le Pays de Galles.
au Pays de Galles, donc une belle performance à l'arrière et vraiment un tout bon espoir du rugby francilien et français. Jean, vous le connaissez, vous ? Non, Pas du tout. Je le connais comme ça, mais pas autant que Pierre. Est-ce que ça vous surprend ou pas qu'il soit à ce niveau-là ? Est-ce que il fait partie de cette nouvelle génération de bleus qui émerge ? Tout à fait. Et la chance qu'on a actuellement, sous l'ère de Galtier, c'est que c'est un sélectionneur qui fait confiance à la jeunesse. Contrairement avant, on avait quand même tendance à avoir du mal à faire confiance aux jeunes et on rappelait toujours les trentenaires croyant qu'ils allaient sauver la patrie. Et là, on peut que lui reconnaître d'avoir su franchir le cap et dire je fais confiance aux jeunes et je monte une équipe de France capable d'aller jusqu'en 2023 pour être championne du monde. Et ces joueurs, alors lui bien sûr ne fera pas partie de ce lot pour 2023, mais vous pensez qu'il il y est sera tout pas jeune. Il sera pour pas. 2023 il faudrait Et qu'il y a du monde. Ouais, il faudrait des blessés parce que il fait pas partie déjà du groupe élargi. Donc c'est compliqué de faire rentrer un joueur qui fait pas partie, on va dire des 45 quoi. Ou 40, peut-être pas 45, non aussi je crois que c'est 45 d'ailleurs. Donc c'est un peu compliqué, je pense que non, pour cette Coupe du Monde là, ça sera juste, mais la Coupe du Monde c'est l'année prochaine. Il a tout juste 20 ans ce garçon. Ça a 19 ans, 20 ans au mois d'août. Voilà, donc par contre, ça peut être effectivement un joueur pour les prochaines échéances du groupe France. Et là, oui, pourquoi pas. Parce qu'il a d'énormes qualités, et l'avantage qu'il a aussi surtout, c'est qu'il est polyvalent. Il joue 10, centre ou arrière. Donc la polyvalence, on le sait pertinemment que en équipe nationale, les joueurs polyvalents, on privilégie en tant que sélectionneur les joueurs polyvalents par rapport à cette situation, par rapport à un joueur qui n'occupe qu'un seul poste. Parce que c'est la polyvalence qui veut ça. Est-ce que c'est un joueur d'avenir justement ? Oui, c'est clairement un joueur d'avenir parce qu'il est dans le morphotype, très à la mode ça, dans le morphotype des joueurs modernes parce qu'il est puissant, il est athlétique. Vous le rappeliez, c'est une armoire de muscles. Il est bien tanké. Et moi ce que je voulais rappeler, c'est qu'en la saison dernière, il était barré, c'est le cas de le dire, par un certain nombre de joueurs en 10 quand il est à l'ouverture, notamment par Sanchez. Il a eu sa chance cette saison-là, en début de saison, quand Sanchez est parti en sélection argentine. Il y a Second aussi qui joue quand même, qui est numéro 1 en 10 actuellement au Stade Français. Et donc là, il y a aussi cette polyvalence qui va le servir parce qu'il jouait 12 il n'y a pas si longtemps à Massy notamment et en équipe de France. Et là Gonzalo Quesada l'essaye à l'arrière. Et à l'arrière, il y a la concurrence avec Amdaoui, mais il peut prétendre à plusieurs postes parce qu'il a, comme on dit dans notre jargon, c'est un gamin qui pue le rugby et qui baigne dedans depuis le début et vraiment on a des très très belles attentes pour ce garçon qui a bien maturé quoi. JT, il vous plaît ? Comme disait Pierre, c'est quelqu'un qui garde les pieds sur terre pour avoir discuté avec lui. Il sait quand il doit saisir sa chance. Son entraîneur, Gonzalo Quesada, est très élogieux à son égard. Il dit que c'est un très bon joueur, comme il y en a beaucoup d'ailleurs, mais que lui, il faut qu'il travaille, qu'il sait qu'il peut progresser, qu'il sait qu'il a le temps. Et c'est quelqu'un qui a du sang-froid. On le voit parce que les minutes, il les saisit. Là, contre le Pays de Galles, c'est 3 pénalités transformées, 4 transformations d'essais. Donc sur les 4 premiers essais, quand il fallait les transformer pour augmenter l'écart, 17 points en tout. Puis c'est un joueur qui met énormément d'intensité dans ce jeu. Moi, quand je le vois jouer, je suis toujours impressionné par l'intensité qu'il met à 19 ans comme ça. Yann Verrier, comme d'habitude, il ne faut pas lui mettre trop de pression. Il est jeune encore. Non, alors ça, faut arrêter. Moi, c'est un discours que je ne supporte pas chez les Français. Ils sont jeunes, il faut leur laisser le temps. Sagan, on lui a laissé le temps. Je parlais de vélo, vite fait. Sagan, on lui a laissé le temps. Non, le mec, il a été champion du monde très jeune. Donc non, je suis désolé. Quand on a les capacités, il faut y aller et il faut. Après. Là où, en effet, il faut laisser un peu de temps, c'est sur la maturité physique. Parce que, bien sûr que dans le rugby, je pense que les meilleures années, c'est à partir de 25 ans, quand on a fini complètement d'exploiter son physique. Il a déjà ce physique-là depuis au moins 2 ans à peu près. Mais il va encore évoluer. Vous avez passé entre 25 et 30 ans, Michael aussi. Voilà. Malheureusement. Et le corps évolue encore dans ces années. Donc, il a encore un peu de marge, il a encore moyen de travailler. Donc oui, sur ce point-là, je dirais qu'il faut laisser le temps, mais
Et il faut prendre l'expérience, et l'expérience, c'est jeune qu'on la gagne. Très rapidement, avant de passer au thème suivant, au programme de l'émission, un petit mot sur cette équipe de France de rugby. Elle vous plaît, Pierre Chevalier? Léa. Léa, Évidemment, elle me plaît. parce que peut-être qu'un jour Léo Barré ira chez Léa. Oui. Parce que, alors, déjà, et en plus, c'est cette génération dont parlait Jean, qui arrive à maturation là et qui frappe à la porte des A déjà. Un peu court pour jouer à France 2023, mais peut-être en 2027. C'est pas peut-être, il y sera, je pense qu'il y sera. Donc oui, cette équipe de France, elle est enthousiasmante. Elle est capable de gagner avec la manière, de planter un grand nombre d'essais. On n'avait plus l'habitude. Il y a un état d'esprit qui me plaît beaucoup. Il y a pas forcément que des stars. On a Dupont, meilleur joueur mondial, mais qui, comme tous les autres, est au service de l'équipe. Et ça, pour le coup, le gourou Galtier a réussi à façonner un groupe ultra compétitif, au point qu'on se demande quand Charles Olivon va revenir, s'il a sa place en troisième ligne, parce que ils abattent les deuxième et troisième ligne en défense notamment, abattent un travail monstrueux. Ils sont capables de gagner des matchs vraiment au couteau comme au Pays de Galles. Et là, on les attend au tournant contre ces diables d'Anglais pour une victoire et le Grand Chelem qui nous échappe depuis 2010. Donc, ouais, elle me plaît bien. Samedi, ça va être difficile quand même, parce que Milan-San-Remo, 300 km dans l'après-midi, plus le match de rugby à 21h, ça va être une grosse journée quand même. Vous allez être devant la télé, on a compris. Jean, un petit pronostic peut-être sur ce France-Angleterre, le Grand Chelem pour l'équipe de France? Et après on passe à la suite. J'espère qu'on va les tordre, quoi, ces beefsteaks, là, les roast beef, là. Ah non, on va les tordre. Rugbystiquement, malheureusement, on va dire, il y a encore un Chauvet. Mais ça tout dépend de l'arbitrage aussi, parce que malheureusement. C'est Afrique du Sud. C'est lequel? Pepper. C'est Pepper. Pepper. Bon, ça dépendra aussi, quoi, hein, parce que franchement. Vous serez au stade Avec un stade de France plein. Vous serez au stade, Jean? Peut-être. Au niveau du rugby, l'équipe de France A est quand même largement plus forte que l'équipe d'Angleterre. Après, sur un match, on sait toujours que vexés, battus par les Irlandais, avec beaucoup de défaites, ils vont nous gonfler. Notre grande force, juste pour finir, notre grande force actuellement, je pense, c'est l'humilité. Ouais. On a une équipe de France qui a une grande humilité. C'est étonnant. Et ça, à mon avis, moi je vois bien un essai dès les 5 premières minutes, histoire de rectifier un peu, de calmer tout le monde. On en parlera lors de la prochaine émission. On sait que Yann est très fort sur les pronostics, pour le coup. Alors, on espère voir en tout cas Léo Barré disputer ce type de rencontre dans les prochaines années. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Coup de projecteur également sur la 80e édition du Paris-Nice qui est parti des Yvelines de Mantes-la-Ville. Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler de la Coupe de France de football. On va donc commencer par la Coupe de France de football. Nous avons suivi toute leur épopée ici sur ce plateau. Nous avions même réalisé un avant-match. Versailles n'a pas réussi à se hisser en finale de la Coupe de France. Les joueurs de la Cité Royale se sont inclinés 2-0 sur le terrain de Nice après avoir connu, on va dire, 45 minutes plutôt bonnes, où ils auraient pu faire éventuellement jeu égal et peut-être remporter la victoire. On écoute l'un des défenseurs de l'équipe, Makan Traoré. On est fiers du parcours qu'on a parcouru et on s'est dit que on va se servir de ce match face à Nice pour bien finir cette saison et atteindre les objectifs qui nous ont été donnés. Alors la question sur ce thème, est-ce que Versailles est tombé avec les honneurs? Oui ou non? Oui pour vous Jean, oui pour vous, oui pour tout le monde. Pas de duel, vous cherchez pas le duel aujourd'hui, Vicente, pas tout de suite. C'est compliqué pour Versailles de dire qu'ils ne sont pas tombés avec les honneurs contre un club de Ligue 1 quand même assez solide, puisque Nice, leur force, c'est ça, c'est la solidité défensive aussi. Donc là. Nice qui est peut-être le futur deuxième de Ligue 1 à la fin de la saison, deuxième, troisième, on ne sait pas pour l'instant. Jean, alors du coup, est-ce qu'ils sont tombés avec les honneurs, ces Versaillais? Alors je dis oui, un grand oui, parce que quand on regarde le match. Quand je disais sur le plateau que j'ai l'impression que personne ne veut d'un Versailles à ce niveau-là, je crois que ça s'est encore malheureusement vérifié sur le début du match. Parce que même au niveau des commentaires, il y a quand même 2 actions de niçoises où ça vaut, au moins une des deux, ça vaut carton rouge. Et là, l'arbitre ne le sort pas
ne le sort pas, ça peut tout changer quand même. Une demi-finale de Coupe de France, mais je pense quand même, et ça on ne l'enlèvera pas de l'idée, une affiche Nantes-Versailles, ça n'intéresse pas grand monde, si ce n'est les Versaillais et l'Île-de-France. Alors je pense que je vais être un peu cru, hein, mais là, et c'est pas moi qui le disais, mais j'ai regardé cette demi-finale, et quand même des spécialistes de la discipline, comme M. Courbis, qui justement commentait et qui disait, qui était sur RMC notamment, puisqu'on sortait du direct d'ici, et sur RMC il disait là, je trouve quand même bizarre que l'arbitre ne relève pas cette énorme faute sur le Versaillais. Donc pourquoi on fait abstraction et on change tout. On n'en voulait pas. Moi, on m'enlèvera pas de l'idée que Versailles a dérangé à ce niveau de la compétition. Alors, ils n'avaient pas besoin de ça, Nice. Il faut une excellente deuxième mi-temps. Je pense que avec notamment l'expérience, notamment qui marque un superbe voilà, but et qui fait un geste un peu zidanesque sur le deuxième. Il met 2-3 joueurs dans le vent et sur un dribble. Mais quand même, je pense que Versailles avait ses chances, notamment si ça avait été arbitré normalement. Et c'est pas une faute, c'est deux. Il y a 2 assassinats, il y en a au moins un. Hicham Boudaoui, je crois, à la 36e minute, la grosse faute. Non, mais c'est énorme. Ça vaut rouge, sur le ça. talon, je crois, non. Mais ça vaut rouge. Et non, ça irait, ça joue. Ouais, moi, je suis Versaillais, l'autre, je lui pète à la jambe. Pierre Chevalier, qu'est-ce que vous en pensez ? J'aurais pu essayer. Tomber avec les honneurs, oui, évidemment. Parce que c'est une demi-finale de Coupe de France et que c'est un parcours on l'imaginait pas rarement en début d'année, même si on espère à chaque fois sur ce plateau un club aller très loin, voir un club du département aller très loin, c'est pas forcément le cas. C'est rarement arrivé à des équipes de National 2. Depuis le début de la compétition, Versailles joue bien, Versailles joue juste, et quand on arrive à partir des quarts de finale, demi-finale évidemment encore plus, on tombe sur des gros. Jusqu'alors, Versailles avait été plutôt épargné entre guillemets, avec un tour difficile en 8e contre Bergerac. C'est là où c'est les tours les plus difficiles parce que c'est des équipes qui se ressemblent. Et Nice, faut pas oublier qu'ils avaient sorti l'OM, qu'ils avaient sorti le PSG. Donc en gros, c'est plus qu'avec les honneurs. En gros, ils tombent contre une équipe qui est tombeur de grand de Ligue 1. Et puis pour compléter ce que disait Jeannot, je dirais que en plus sur ce match de demi-finale, c'est à l'image. Ce match est à l'image de leur parcours. Ils font plus que de la résistance en première mi-temps, en plus avec des coups du sort qui auraient pu faire basculer de l'autre côté. Et puis ils tombent sur 2 buts parce que Nice est une très bonne équipe entraînée par un très bon entraîneur et que voilà. Mais c'est le bien qu'ils nous ont fait et cette joie qu'ils nous ont apporté, c'est gravé à jamais. Et finalement, ils ont eu du mal quand même en première période, les Niçois, face à ces Versaillais. C'est plus que de la résistance. Est-ce qu'on ne sait pas dire, à un moment, Yann Jarrier, c'est possible, finalement, quand on voit qu'il y a 0-0 à la pause, est-ce qu'on ne se dit pas... Ils peuvent aller au tir au but et remporter la victoire. Bien sûr que si, à la mi-temps, 0-0, c'était le premier challenge à remporter. Parce que justement, ça permettait de créer le doute dans l'esprit des Niçois. Voilà, ils ont pris un but sur les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Je crois que c'était 2 minutes après le retour des vestiaires. Donc voilà, là, ça met un gros coup au moral. Mais c'est vrai que les Niçois ont vraiment accéléré, monté d'un cran au retour des vestiaires. Et ça, les Versaillais n'ont pas su et n'ont pas pu le faire. Voilà, bon, mais ils n'avaient pas à rougir de toute façon. Personne ne voulait d'eux en finale. Et comme dit Jean, personne ne voulait d'eux en finale. On leur a mis que des bâtons dans les roues pendant tout leur parcours. Ils ont fait ce qu'ils devaient. Ça aurait été bien un petit 2-1 pour sortir. Là, il y a cette dernière action de Christopher Ebailly qui, il aurait pu marquer. Bon, ils auraient pu s'en prendre un troisième aussi et une barre transversale en fin de rencontre. 3-1, ça aurait pas été c'était pas dérangeant. C'était juste dire. On a marqué un but à. Et est-ce que finalement le fait d'avoir joué à Nice aussi, vous pensez que ça a joué forcément sur cette rencontre, Pierre Chevalier? Même si les Niçois ont été d'une grande élégance et classe en prenant en charge les frais de déplacement de l'équipe versaillaise, ça je pense que le club et la ville leur en est reconnaissant. Mais évidemment. Même si Versailles n'est pas encore une ville de tifosi et de 100% foot,
ce qu'ils ont réussi à créer, on ne va pas reparler de l'interdiction aussi de diffuser sur écran géant Place du Marché, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais à cause des détenteurs de droits qui n'ont pas voulu que ça se fasse Place du Marché à Versailles pour ces demi-finales, alors que c'était OK pour les quarts de finale. Et que ça nous demandait qu'à s'institutionnaliser et à se pérenniser justement ce côté supporter de foot. Et oui, ça aurait changé la donne si on avait pu avoir ça au moins en Ile-de-France. On sait qu'il y a pour l'instant encore un problème de stade qui est en train d'être résolu pour la montée en nationale, mais au moins en Ile-de-France, on avait parlé de Créteil, de Charletti, du Parc des Princes, puisqu'on en reparlera un peu plus tard. Voilà. Oui, ça aurait peut-être changé un petit peu la donne. Ce but-là, on l'aurait peut-être mis. Le but en début de deuxième, on l'aurait peut-être pas pris. On fait beaucoup de choses avec des si. Ça aurait peut-être changé un peu la donne. Vous en pensez quoi, Vicente ? Au niveau du parcours, il y a rien à dire forcément sur Versailles. Sortir contre une équipe de Ligue 1, c'est honorable. Et même sur le parcours, on a beaucoup critiqué qu'ils n'étaient pas forcément... Ils n'étaient pas tombés sur des gros adversaires, et finalement Toulouse ce week-end c'est 6-0 contre Amiens. Et ils sont premiers de Ligue 2, il faut le rappeler. C'est niveau Ligue 1. Bergerac, ça avait sorti 2 équipes de Ligue 1 il me semble également, donc le tirage c'est le tirage et ils ont su le passer, c'est tout ce qui compte. Est-ce que ce parcours, à votre avis, va leur servir pour la suite ? Est-ce qu'ils vont gagner en expérience, à votre avis, Jean ? Forcément. Sportivement, lorsqu'on vit ces moments-là, ça reste gravé et ça resserre lorsqu'ils vont se représenter dans les mêmes conditions de ces conditions de match à élimination directe, quelle que soit la compétition. Ils vont avoir l'expérience qui fait que ils vont appréhender le match différemment. Parce qu'ils auront déjà vécu ce genre de choses. Donc ça, bien sûr que ça va leur servir. Et je rappelle qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi qui sont arrivés cette saison à Versailles avec le nouveau projet. Forcément, ça lie une équipe, Pierre Chevalier. Ouais, c'est un ciment incroyable à prise rapide de pouvoir se frotter contre des plus gros, sur des gros événements, 3 de passer ces tours-là jusqu'à une demi-finale de Coupe de France. Et ça, c'est un des gros avantages du foot par rapport au rugby, c'est-à-dire que le foot amateur se confronte au foot professionnel. Et puis là, comme il prévoit justement de monter petit à petit par la nationale, voire jusqu'à la Ligue 2, c'est une expérience qui compte de regarder un petit peu comment ça se passe, et surtout de pouvoir être capable de croquer des Ligue 2 et des Ligue 1. Et Versailles est pour l'instant premier du championnat national 2 avec 44 points. 6 points d'avance sur la réserve de Lorient qui ne peut pas monter, vu que c'est une réserve d'un club professionnel. Et 8 points d'avance sur Chartres. Ça sent bon quand même, Yann Dujarier. Ça commence. Ça commence. Il reste combien de matchs ? Il reste, je crois, un peu moins de 10 matchs. Donc 9 matchs. Donc je pense que dans 3-4 matchs, on va pouvoir commencer à voir véritablement... Sortir le champagne ? Pas encore ? Non. Seulement quand la ligne d'arrivée est passée. Et ou alors quand mathématiquement on ne peut plus être monté, tout simplement. Mais c'est vrai que là, la dynamique est bonne. Ils ont gagné tous leurs matchs depuis ce match contre Nice. Donc la dynamique est bonne, il n'y a pas eu de contre-coup, parce que ça aurait pu être le cas aussi, c'est-à-dire mal vivre cette défaite. Là, c'est passé. C'est passé. Contre Vannes. Continue. Voilà, et donc maintenant, ce que je pense actuellement, il faut déjà commencer à préparer justement l'étape d'après. Parce que ils vont monter en national. Tant que c'est pas acté, mais le projet, il faut le continuer. C'est-à-dire que là, il faut finaliser les problèmes de stade pour pouvoir jouer tranquillement l'année prochaine. Il faut mettre en route le stade pour la Ligue 2. Alors, normalement, pour le stade, il devrait y avoir ce fameux éclairage au stade Maubourg. Il devrait y avoir l'éclairage, ce qui les a empêchés. Louis XIV donne son autorisation ? Apparemment, il y aurait une dérogation qui serait octroyée. Les techniques, c'est soit c'est du rétractable, soit c'est un éclairage mais qui est un peu plus bas de base que la plupart des stades équivalents. Donc normalement c'est sûr à 99,9%, donc pour la saison prochaine ils joueront à Maubourg normalement. Quand je parle de l'étape d'après, c'est justement cette histoire de stade beaucoup plus grand pour pouvoir accueillir les matchs de Ligue 2, parce qu'il va falloir et puis après il va falloir faire naître cet engouement
sur la région et sur le département, alors pas la région, mais sur le département des Yvelines, pour créer des groupes de supporters et créer une véritable ambiance. Parce que des matchs de Ligue 2, ça se prépare et pas que à l'entraînement. En tout cas, on l'a compris, on va continuer à parler de Versailles, à mon avis, dans les prochains. Si on parle de sport, c'est pas terminé, à mon avis, cette aventure versaillaise. Alors, Versailles jouera contre Granville, en tout cas, ce samedi à 19 mars. On continuera évidemment à les suivre. Alors, on va passer à notre envolée du jour. On continue à parler football. Grégory Canet avait bossé sur cette envolée. Malheureusement, il ne peut pas être présent aujourd'hui. Du coup, c'est vous, Bichente, qui allez vous y coller. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? D'un club qui continue de donner des sueurs froides à ses supporters, d'une équipe que l'on pensait définitivement installée dans le Gotha du football européen, d'un groupe qui a pensé, le temps d'un match et demi, même un peu plus, avoir vaincu sa vieille malédiction à l'accent espagnol. Je parle bien sûr du Paris, exactement, un peu plus au nord, Paris Saint-Germain. Il y avait eu au match aller une prestation presque référence, on peut le dire. Au retour également 60 minutes de haut vol, une qualification qui semblait tendre les bras aux Parisiens. À la mi-temps, ça sabrait le champagne, je crois, dans la capitale même. Et là, c'est le drame. Un triplé de Karim Benzema en 20 minutes. Et voilà, le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. La route vers la coupe aux grandes oreilles se referme déjà pour le club de la capitale. Alors, comment est-ce possible ? Quel est le problème dans ce club, Michael ? Non, les millions... beaucoup, j'ai l'impression. J'y viens justement. Non, les millions n'achètent pas l'expérience et la confiance. Comment expliquer qu'une équipe en aussi bonne posture, gagner 1-0 à l'aller, mener 1-0 au retour, vacille au moindre remous et s'écroule totalement ? La malédiction a encore frappé, des images sombres reviennent, l'élimination contre Manchester United en 2019, en huitième de finale également, une victoire 2-0 à Old Trafford au premier acte avant de s'incliner 3-1 à domicile, mais surtout la déconvenue de 2017, toujours en huitième. Je crois qu'on le connaît tous, le revers 6-1 contre le FC Barcelone après l'avoir remporté 4-0 à l'aller. Une trace indélébile dans l'histoire du Paris Saint-Germain et qui nous a permis, à nous, de tous perfectionner notre espagnol. Ne dites plus remonter mais remontada. Je crois que c'est un dictionnaire même d'ailleurs maintenant. C'est possible. Grégory a aussi voulu soulever un autre point commun à toutes ces humiliations, la fameuse boulette du gardien de but. Vous connaissez tous ici son petit faible à Grégory pour le poste de portier. À Paris, à chaque fois, les Gauls ne sont pas les numéros 1 en puissance de leur équipe, leur coach préférant instaurer un système de double numéro 1. Il y a eu donc le tandem Trapp-Areola, Buffon-Areola, aujourd'hui c'est Navas-Donnarumma. Sans hiérarchie, les gardiens pourtant talentueux, parfois expérimentés, ont semblé démunis dans ces rendez-vous couperés. On dit qu'on apprend de ses erreurs, mais là, elles sont répétées au fil des années. Petit aparté, puisque je ne vais pas m'arrêter sur tous les joueurs à critiquer sur le match, mais... On n'a que 28 minutes encore d'émission. Voilà. Juste un symbolique, celui qui devait ramener la coupe au club, pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Mais Messi, ces dernières années en Ligue des Champions, qu'est-ce que c'est ? C'est remontada contre la Roma, remontada contre Liverpool, un historique 8-2 contre le Bayern, et on remonte jusqu'à l'année dernière, et une élimination en 8e contre qui ? Le Paris Saint-Germain. Vous en concluez ce que vous voulez, moi je donne juste les infos comme ça. Non, les millions n'achètent pas non plus la classe. On peut regretter un manque de fair-play récurrent des dirigeants parisiens, préférant insister sur les erreurs d'arbitrage plutôt que leurs propres mauvais choix. D'après plusieurs médias, Nasser Al-Khelaifi et son directeur sportif Leonardo auraient tenté, après Real PSG, d'entrer dans le vestiaire des arbitres. Le président aurait frappé délibérément le drapeau de l'un des arbitres en le brisant. C'est du joli. Non, les millions, enfin, n'achètent pas les supporters. Il faut que les résultats suivent derrière. Depuis quelques jours, de vives contestations émergent. Neymar et même Messi, je crois que c'est la première fois que ça lui arrive, dans son stade, par son équipe, ont été copieusement sifflés lors du match contre Bordeaux. De nombreuses banderoles demandent le départ de Nasser Al-Khelaifi. Voici le communiqué du collectif Ultra à Paris. Nous savons ce que notre retour doit au président Nasser Al-Khelaifi. Il n'y a rien ici de personnel, mais force est de constater qu'il n'est plus l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son président. Oui, car c'est le dernier point commun à toutes ces remontadas. Un homme était aux commandes, Nasser, qui porte dans son bilan tous ses échecs. Il est peut-être temps pour la propriété qatarienne de passer un grand coup de balai. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette envolée de Grégory mixée par Vicente Merian à Santisteban ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Alors, pourquoi ? Yann, déjà, on va commencer par vous. Pourquoi vous êtes Parce d'accord ? que c'est du gâchis. On
on est Yvelinois, donc on suit et on était très content d'avoir un très beau parcours de Versailles en Coupe de France. Mais après, on a envie de voir le Paris Saint-Germain faire des beaux parcours en Coupe d'Europe. On leur demande pas de gagner la Coupe d'Europe on leur demande de la gagner une première fois, mais on leur demande pas de la gagner tout le temps. Déjà une fois. Voilà, mais se faire éliminer en 8e de finale, on était très contents quand ils ont perdu en finale contre le Bayern avec ce Final 8 qui avait été très très sympa à vivre. L'année dernière, perdre en demi-finale, voilà, ça reste respectable. Mais là, perdre en 8e de finale dans des conditions où, voilà, en effet, le boulevard s'ouvre devant vous et un grain de sable qui met toute la machine en branque, c'est pas normal à ce niveau. Et quand on a tant d'objectifs, voilà, tant d'objectifs affichés. Moi, j'ai du mal et juste après cette défaite, voilà, je l'ai mis sur les réseaux. Ça signe le départ de Nasser El Khelaifi. Non, Leonardo. Mbappé. Voilà, Mbappé part au Real et je pense que là, il y a quand même une aventure qui se termine parce que le mercato, le marché cet été là va être très 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 compliqué pour le PSG et j'espérais que les bruits de faire venir Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur permettrait de garder la pépite Mbappé, mais là pour Mbappé, alors c'est pas confirmé, mais il devrait signer normalement au Real Madrid dans les 2 prochaines semaines à peu près. C'est Il a signé le soir même. mais oui, bien sûr, non, mais c'était, moi je me mets à sa place. En plus, Et en tout honneur, lui il a fait le boulot, lui il a fait le job. Il plante un beau but. Il fait, Les supporters ont rien contre eux. mais non, Jamais. C'est le seul qui n'a pas été sifflé. lui il fait le job, voilà. Donc là c'est dur. C'est dur parce que je ne vois pas comment ils vont réussir à pouvoir aller la chercher par la suite. Ils ont laissé peut-être passer leur chance, quand on voit ce cycle, peut-être qui prend fin, Pierre Chevalier. C'est un cycle d'une longueur incroyable. C'est à ce niveau-là de guigne, de malchance, quel que soit le mot qu'on utilise, c'est ahurissant. C'est-à-dire que chaque début de saison, les espoirs sont permis. On a ce qui se fait de mieux dans le football européen, voire mondial. Et c'est la marche du 8e de finale qui est trop élevée. Je fais juste un petit parallèle puisqu'on en a parlé entre le match de Versailles avec une première mi-temps qui était plutôt maîtrisée en demi-finale de Coupe de France contre Nice, celle du PSG en première mi-temps en 8e est assez remarquable de maîtrise avec une signature comme depuis les 30 derniers matchs, c'est la classe de Kylian Mbappé qui plante son but, encore un beau but, et qui tient la baraque. Et après, plus rien. C'est l'effondrement dont vous avez parlé. C'est le néant. Le néant en deuxième mi-temps où le mental lâche, le physique lâche aussi, le collectif. Il n'y en a pas, donc encore moins dans ces moments-là. Et puis, on a vraiment l'impression que c'est un empilement de talents et de CV longs comme le bras et de comptes en banque assez garnis et qui ne font pas des titres, qui ne créent pas des titres. C'est ahurissant. Pour être fan cycle, il faut savoir que Chelsea a mis 10 ans pour gagner la Ligue des Champions. On en est à 11. Et voilà. Et donc, tu l'as cité tout à l'heure, c'est Roland Courbis qui en parlait. Il dit que, en effet, au-delà de 10 ans, c'est trop long. C'est trop long. Les objectifs s'effacent. Alors, Jean, je sais que vous êtes passionné par le sujet. Les Yvelinois veulent connaître votre avis sur cette élimination. Quand on reprend quand même, tout à l'heure Yann disait ils sont allés en finale contre le Bayern. On parlait du calendrier de Versailles pour arriver jusqu'en demi-finale. Celui du PSG cette année-là, il n'était pas. Ils avaient eu de la chance au tirage. Ils avaient pris quand même toutes les équipes les plus faibles pour arriver en finale. Donc ils vont en finale, ils la perdent. D'accord. Alors là, on en fait des gorges chaudes. Manchester United ont gagné 2-0 chez eux, perdent 3-1 à la maison. On peut dire, allez, une fois, c'est la guigne. Le Barça, 4-0, ça s'était jamais vu. Remonter le 4-0, perdre 6-1, c'est plus la guigne. C'est plus la guigne. Faut arrêter de dire que les mecs, ils ont pas de chance. C'est pas la chance. Il y a quoi? Il y a deux joueurs qui ont mouillé le maillot. C'est Mbappé et Verratti. Après, les Messi. Mais Messi, il a beau être, je sais pas, en fin de carrière, il est peut-être enrhumé, il a peut-être une entorse, il a peut-être une jambe de bois, ou un truc comme ça. Mais il fallait pas le
prendre à ce moment-là, si c'est plus le Messi, c'est le cas de le dire. L'autre escroquerie de Neymar, alors lui, quoi, il n'a pas joué 50% des matchs du PSG. Un garçon qui gagne des millions, sur qui on avait fondé soi-disant le meilleur joueur du monde, et qui lui aurait dû amener le plus-value à l'équipe, c'est un échec total. Ces mecs-là, ils sont sur le terrain, ils se promènent sur un terrain. Ils se promènent. Quand on a des Mbappé, des Verratti qui courent partout et qui mouillent le maillot pour le club, et quand on a ces deux pseudo-stars, parce que pour moi c'est des pseudo-stars qui sont là à user un périmètre de 5 mètres. Messi, il a fait une grosse première mi-temps. Non, mais il a fait une grosse mais après c'est pas suffisant. Je suis d'accord, c'est pas suffisant. Mais non, mais il a fait une grosse première mi-temps. Il s'appelle Messi quand même. Mais oui, non, mais il s'appelle Messi. Donc là, à un moment donné, déjà, arrêtons de toujours prendre que des stars, parce que les stars, comme tout sport collectif, c'est pas des individualités qui font un collectif, c'est un gros collectif. On le voit très bien avec des équipes comme Manchester, on le voit très bien avec d'autres équipes qui ont des gros collectifs, où j'ai plus l'équipe là qui jouait en noir et jaune, là, allemande. Dortmund, qui a pas des stars à l'amplifier, mais qui a un collectif énorme et un cœur énorme. Et c'est ce qui manque au PSG. Donc, mais à mon avis, la politique, elle est définie par le président et le directeur sportif. À mon avis, Nasser, El Khelaifi et Leonardo. Est-ce qu'il faut les sortir, les changer? À un moment donné, il y a les entraîneurs. Le PSG, c'est la valse des entraîneurs. Et les entraîneurs, ils partent du PSG, ils gagnent des coupes. Donc il y a quand même un malaise. C'est pas l'entraîneur qui est mauvais. Sauf qu'un entraîneur, et là je sais de quoi je parle, un entraîneur, si déjà il n'a pas les clés du camion, si déjà on lui laisse pas le temps de mettre en place ce qu'il veut faire et ce qu'il veut amener, il faut un temps, il faut du temps. C'est pas des magiciens, les gars. Laissez-les travailler. Le PSG, dès qu'il y a un problème, c'est la faute de l'entraîneur. Non, c'est peut-être pas la faute de l'entraîneur. Il a gagné 2 ans après. Oui. L'année d'après ou 2 ans après. Laissons les entraîneurs, bien sûr, et ça me fait deux quand même. 2 entraîneurs du PSG qui sont partis gagner des coupes. Laissons les entraîneurs qui sont certainement des bons entraîneurs faire leur boulot, et c'est peut-être au niveau de la hiérarchie en haut là où il faut y dégager un peu. Et ils ont touché le fond pour moi. Au Real, ils ont touché le fond. Et l'après-match, c'est scandaleux. J'espère qu'ils vont ramasser, mais grave quoi. Il manque aussi quelque chose. Michael, quand on lit plusieurs enquêtes, c'est comme disait Jean, c'est l'ambiance au sommet qui est chaotique. Le tandem Leonardo-Nasser, en fait, Nasser n'est pas content que Leonardo ait accès directement à l'émir. Du coup, il essaie de saboter un peu le travail de Leonardo. Leonardo, il faut savoir qu'il s'est mis à dos apparemment tout le staff. L'entraîneur, l'équipe féminine aussi, l'ambiance de l'équipe féminine avec l'affaire Kera Mraoui et Diallo, c'est catastrophique. Les jeunes aussi, le lien est rompu entre Leonardo et les jeunes. Le problème aujourd'hui au PSG, je pense, c'est peut-être là-dessus aussi. Il ne faut pas trop essayer de critiquer les joueurs, les entraîneurs, peut-être c'est des retombées, je sais pas. On lève tout le monde et on repart à zéro, c'est ça en gros ce que vous proposez? D'institutions. On entend souvent parler d'institutions et dans des grands clubs. Et en effet, à Paris, il manque aussi ce centre d'entraînement qui devrait être... Mais ça fait donc... Poissy, on est bien d'accord. Ça fait 10 ans que les Qataris sont là et c'est toujours pas fait. Donc là, il y a peut-être un dossier qui n'est pas traité de la bonne manière. Je ne sais pas, je ne le connais pas assez, mais parce que PSG, c'est pas que l'équipe de foot, c'est pas que l'équipe c'est aussi une équipe féminine, c'est aussi un PSG judo, un PSG. Oui, mais ça reste des PSG. Et donc, ces excuses là. Ça n'a rien à voir avec leur élimination. Ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est l'identité et que l'on va pouvoir un petit peu à la Barcelonaise, c'est ça que vous voulez dire, où ils ont une équipe de hockey sur glace, une équipe de basket. Ou au Dortmund. Et donc, quand on est parisien, on n'est pas juste joueur de l'équipe de foot, on est aussi partisan d'un grand club. Et ça, peut-être que cet esprit-là n'est pas créé et n'existe pas. Alors très rapidement, Pierre Chevalier, parce qu'il faut avancer aussi après dans l'émission. Juste le match au Parc contre Bordeaux, qui a suivi l'élimination, m'a semblé extrêmement révélateur de tout l'état d'esprit du club, supporters compris. J'ai trouvé d'ailleurs les supporters plutôt mesurés dans leur courroux et l'expression de leur colère. Mais j'ai 2 images. C'est l'image de Neymar et Messi quand ils sont copieusement sifflés par le Parc, mais ça c'est incroyable que ça arrive, et c'est justifié, et la tête de Pochettino sur les 3 buts.
Il n'y a aucune expression. Il n'y a aucune expression. Il est en tribune et il n'y a pas de réaction. On sait que Bordeaux fait une grande saison quand même cette année aussi. Oui, exceptionnel. C'est Oui, vraiment un gros peut-être que résultat. c'est un tout gros simplement résultat. logique que Paris Mais voilà. gagne contre Bordeaux. Oui, et c'est dernière chose, c'est justement cette incapacité, parce que je pense que c'est une incapacité, à se rabattre sur le championnat. Là, on a une équipe qui domine le championnat de Ligue 1 depuis une dizaine d'années maintenant. Là, ils sont obligés de s'en contenter. Et ben ça va pas leur suffire. Et même là aussi il y a que Mbappé qui surnage en disant que bon, maintenant les objectifs ont changé et qu'il faut être champion de France. Ça va pas leur suffire, ça va suffire à personne en fait. Mais ça reste quand même le championnat de Ils l'ont Ligue pas 1. aidé l'année dernière, donc c'est bien de renouer quand même avec. Et les supporters, justement, les supporters qui ont tagué le camp des loges à Saint-Jean-Man-en-Laye, qui ont tagué aussi le Parc des Princes, est-ce que vous les comprenez, Jean? On est à pire, non. Non, moi ça non. C'est pas les bons Ça je peux pas. Que les joueurs soient sifflés, les joueurs tenus responsables de l'échec du groupe soient sifflés par les supporters, ça je peux le comprendre. Après qu'il y ait des dégradations, des matchs hors soi, moi j'y mettrais des grands coups de baramine dans la tête. Non, ça c'est inadmissible. Par contre, juste une petite parenthèse, finalement, ils auraient pu prêter le terrain à Versailles pour la demi-finale, parce que les jardiniers, ils ont du temps maintenant. Et les sifflets, du coup, sur Messi, est-ce que ça peut le faire partir, peut-être, ou pas, Bichente? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il fallait le siffler, Messi? Finalement, après sa carrière, tout ce qu'il a fait, c'est une grande première que Messi se fasse siffler dans son stade, en fait, finalement. C'est compliqué à dire, mais clairement, aujourd'hui, le bilan de Messi n'est pas suffisant au Paris Saint-Germain. Après, le problème des supporters, c'est qu'ils ne se reconnaissent plus dans le projet du club. C'est quoi, on achète des grandes stars, on fait un projet autour d'une équipe. Là, on voit même le retour de joueurs formés au club avec Edouard Michu ou Xavi Simons. Messi, c'était une opportunité pour moi, il fallait la saisir. Quand tu vois que Messi est libre, tu le recrutes. Le rendement n'est pas suffisant. La vraie personne qui devait ramener quelque chose au club, pour moi, c'est Neymar. Donc, siffler Messi. Moi, je pense qu'il fallait siffler Messi. Il faut lui montrer qu'on est mécontent parce que ce genre de joueur, il va être blessé dans son amour-propre. Et il doit avoir un Mais est-ce ego. qu'il n'aura pas envie de partir? Il a annoncé aujourd'hui qu'il voulait rester, qu'il voulait rester l'année prochaine et qu'il voulait jouer au PSG l'année prochaine. Donc je l'ai lu juste avant l'émission. Donc de ce côté-là, on peut être normalement rassuré, même si au foot, on sait que tout peut changer. Quand on dit que quelqu'un va rester, généralement, il part. Déjà Barcelone n'en veut plus, donc il ne pourra pas revenir à Barcelone. Parce qu'ils avaient amorcé des discussions, je crois, avec ses proches directement, je crois. Mais donc voilà, je pense que voilà, il peut être blessé dans son amour-propre et dans son ego et avoir envie de montrer qu'il est capable de donner. Voilà. Maintenant, après c'est pareil. Mine de rien, il faut aussi un peu de temps quand on arrive dans une nouvelle équipe. Et c'est vrai que beaucoup de joueurs ont leur meilleur rendement au bout d'un an et demi. Donc peut-être que l'année prochaine, ça ne sera que meilleur et ça ne pourra pas être pire. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Messi à Barcelone, il touchait quasiment tous les ballons. Oui. C'était le maître à jouer de l'équipe. Aujourd'hui au PSG, il n'a pas ce rôle-là. Il n'a pas du tout ce rôle-là. Et il n'est peut-être pas forcément la star aussi. C'est Mbappé qui est aujourd'hui la star. Tout à fait. Et il n'a pas, sur le terrain, il n'a pas le rôle de star, encore moins, mais même au niveau technique et tactique, il n'a pas le rôle qu'il avait à Barcelone. Donc il y a quand même aussi, et c'est vrai, un temps d'adaptation pour lui qui ne doit pas être évident parce qu'il a beaucoup moins de ballons à toucher. La mayonnaise commençait vraiment à bien prendre entre Messi et Mbappé, d'ailleurs. Et Mbappé qui risque de partir. Malheureusement, il s'en va. En plus, il y a une sorte de malédiction des Argentins en Ligue 1, je crois. On dit souvent qu'ils mettent 6 mois, 1 an à s'adapter. À Marseille, notamment, tous les Argentins qui passent, ils mettent 6 mois à s'adapter. Regardez sportivement. Certains ne s'adaptent jamais. Ce penalty qui a failli être accordé et qui est annulé avec la VAR, et où Mbappé prend le ballon pour tirer, et là c'est là aussi c'est assez révélateur, c'est que exit Messi, exit Neymar pour tirer le penalty, c'est Mbappé le taulier. On va passer à notre prochaine thématique. On passe à notre page débat. Elle va partir. Non, elle part pas. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors, on va parler de la guerre en Ukraine. L'invasion russe a commencé le 8 mars dernier. Désolé, au niveau de l'ambiance, c'est beaucoup moins jouissif qu'une défaite du PSG. Avec les conséquences que l'on sait, vous allez me dire quel est le rapport avec les Yvelines ? Eh bien oui, il y en a bien un. À Poissy, le club de football, grâce à son président Olivier Sevezuk, d'origine ukrainienne, a accueilli 5 joueurs professionnels ukrainiens et leur entraîneur. Ils sont arrivés en France
France ce lundi 14 mars. Ces joueurs d'origine ukrainienne jouaient en 2e division. Le président de Poissy voudrait les faire jouer en National 2 dans les prochaines semaines. Votre sentiment par rapport à cette initiative de l'AS Poissy qui recueille du coup 5 joueurs ukrainiens et un entraîneur ukrainien. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ? Plutôt positif. C'est très difficile d'aborder ce sujet-là dans le sport et dans le sport amateur en particulier, de parler politique ou de parler géostratégie dans notre petit landerneau du sport yvelinois. Mais toutes les initiatives qui ont pu se multiplier en France là, et en Europe pour accueillir les Ukrainiens qui fuient leur pays sont bonnes à saluer, parce que je crois pas, malgré les images qu'on a sur les chaînes en continu en ce moment, on n'imagine pas ce qui se passe actuellement en Ukraine. On n'imagine pas ce qui se passe sur la terre européenne avec ce qu'on peut appeler une guerre et je crois que c'est en dessous de la réalité de ce qu'on nous rapporte. Donc, évidemment, à notre petit niveau du sport, et là, le club de Poissy peut le réaliser. C'est bon à faire, c'est bon à prendre. Ça fait partie de cette solidarité-là et de ce que l'on peut exprimer ou montrer dans un conflit qui nous échappe totalement. Et c'était loin d'être simple de les faire venir. Ils étaient en Turquie, ils sont arrivés par avion du coup ce lundi. En fait, ce sont des Ukrainiens qui ne sont pas rentrés dans leur pays. Et s'ils rentraient, forcément, ils allaient faire la guerre. Du coup, le président de Poissy, qui est d'origine ukrainienne, s'est saisi de l'affaire, a trouvé des sponsors, est allé voir certains clubs. Alors, je ne sais pas si je dois les citer, mais il y a certains clubs du secteur qui vont les aider financièrement. Ils vont les recueillir et peut-être jouer. Ils vont peut-être jouer du coup en National 2 dans les prochains mois. Il essaye de les faire jouer. C'est aussi ça, peut-être, l'esprit du football, du sport, Jean ? Oui, c'est un très bon... D'aider aussi, bien sûr, très bon esprit. De créer des passerelles. Moi, par solidarité, je suis prêt à accueillir des Ukrainiennes, sans problème. Il n'y a pas de problème. Et voilà, sans visa même, s'il faut. Mais c'est vrai que dans le monde du sport, on ne peut que saluer cette initiative. Merci. J'étais parti chez les Ukrainiennes. Vicente. Je pense que là, c'est même plus une histoire de politique, c'est des personnes qui souffrent de la guerre, comme disait Jean, dans leur pays. Même si, dans les Yvelines, c'est la même chose. On n'a rien, par exemple, contre les habitants de Russie. S'il y a des Russes qui devaient venir dans les Yvelines jouer pour des clubs, je pense qu'ils seraient, pour fuir leur pays, je pense qu'ils seraient hébergés aussi. Donc là, c'est plus une question de sécurité et d'aide à autrui. Alors, on l'a vu, le sport est vraiment au cœur de ce conflit. Il y a eu l'exemple de Roman Abramovich. Le Russe est obligé de vendre Chelsea en Angleterre. Il y a eu aussi cette image du gymnaste russe qui avait un Z dessiné sur sa tenue pour soutenir la Russie. L'équipe russe a également été exclue de la prochaine Coupe du Monde de football. La question sur cette thématique, est-ce que le sport doit-il être apolitique dans ce conflit ? Oui ou non ? Non pour vous. Yann, vous êtes partagé. On fait un petit duel entre vous, Vicente et Yann. Alors Yann, vous avez été le premier. Je dis non, le sport ne doit pas, et de toute façon le sport n'est pas apolitique. Et aujourd'hui, tous les moyens pour pouvoir passer des messages sont bons. Malheureusement, l'interlocuteur en face n'a pas les oreilles pour les entendre, quel qu'il soit et quelle que soit la manière de lui transmettre des messages. Donc, oui, en effet, le sport peut être un moyen de sanction et il doit être un moyen de sanction pour la Russie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter ce genre de comportement et quel qu'il soit, que ce soit en Ukraine, que ce soit dans d'autres pays, on ne peut pas accepter la guerre et vivre ce que l'on fait vivre au peuple ukrainien aujourd'hui. Donc il faudrait des zones, ou alors créer sur Terre des zones où alors les pays peuvent aller combattre les uns entre eux.
Je dis que le sport doit faire passer des messages et donc il ne doit pas sortir de ce type de conflit. Il doit passer des messages en disant vous devez arrêter ces conflits. Les conflits doivent se régler sur un terrain de foot par exemple ou sur un match, une table d'échecs par exemple. Ce serait un bon moyen de régler les conflits. La parole est à la défense. Le sport doit être apolitique. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. On voit très bien que quand il y a des matchs de l'Israël au foot, il y a souvent des problèmes. Il y a énormément de soucis. Et là-dessus, il ne faut pas confondre, je pense, faire passer des messages de bienveillance. Là, c'est par rapport au soutien aux Ukrainiens. Le fait que les athlètes paralympiques russes ne puissent pas représenter leur pays, c'est un autre débat, mais c'est aussi une question à soulever. Est-ce qu'ils auraient dû ou pas concourir Non, on sanctionne et donc on doit sanctionner tout le monde. C'est-à-dire que l'équipe... Il y a du Jarrier, Michel Téterville. Laisser passer des messages, c'est une chose. Le sport, c'est un excellent vecteur pour laisser passer des messages. Politique dans le sens où on a vu le mouvement Black Lives Matter, c'était très important de véhiculer pour beaucoup de joueurs dans le football américain. Maintenant, faut faire attention aussi à ne pas prendre position et ouvertement. Par exemple, quand on voit Roman Abramovich, il a rapporté énormément de choses à Chelsea. Il se fait un peu éjecter comme ça du jour au lendemain. Est-ce que lui... Est-ce qu'il a eu le temps de s'exprimer? Je sais pas. Voilà. Et Chelsea peut couler suite à ces sanctions. Va. Il devrait couler. Va couler. Pierre Chevalier, qui vous a convaincu? Alors, moi, j'ai été partagé, je reste partagé, parce que on parle de sport, on parle ici sur ce plateau, et on parle de sport notamment amateur et parfois de sport professionnel. Je crois qu'il faut qu'on rappelle le contexte où on est dans un contexte non pas inédit, mais très inhabituel pour notre ère moderne, parce qu'on n'a pas eu de guerre mondiale depuis 1945. Là, on a un pays qui agresse un autre, qui a envahi un autre, et encore une fois, on est loin d'avoir tous les éléments politiques et stratégiques de ce conflit en devenir. Et on a une scène nationale en Ukraine et internationale européenne qui est en train de s'organiser avec uniquement ces armes, ce sont des sanctions économiques. Là, on parle de sanctions sportives. Donc, c'est-à-dire, de toute façon, on va essayer de taper là où ça fait mal de nos jours. C'est-à-dire que c'est pas. Par exemple, la finale de la Ligue des Champions qui devait se dérouler à Saint-Pétersbourg a été délocalisée à Paris. C'est un symbole aussi. On gèle les actifs d'Abramovich à Chelsea. La couronne britannique gèle ses actifs. On tape dans le portefeuille des oligarques russes. On tape sur l'économie russe. Le rouble s'est écroulé et pour le coup peut être assez vite en cessation de paiement. Donc, on se bat avec nos armes. Je ferai juste un parallèle de sport avec les valeurs. C'est-à-dire que là le sport peut véhiculer des messages et des valeurs et sanctionner en annonçant qu'on ne cautionne pas une attitude. Quand c'est une attitude en plus guerrière, moi je ne suis personne pour pouvoir dire quoi que ce soit par rapport à ce conflit. Quant à dire que le sport doit être apolitique ou pas, je pense qu'il peut être une tribune d'expression par des sanctions notamment, et comme c'est le cas avec les athlètes qui sont exclus de Pékin et qui sont exclus de la Coupe du Monde de foot et de toutes les compétitions internationales. Après prendre position au-delà de ça, je pense il faut que les sportifs et les fédérations internationales restent à leur place. C'est pour ça que j'étais assez partagé. Encore une fois, par rapport à un contexte qui nous échappe grandement. Autre personne qui n'a pas réussi à se décider sur cette question. Jean, alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'étais comme Pierre, j'étais entre les deux. Pourquoi? Parce que pour moi, sportivement, les sportifs, ils sont brouillés, malheureusement, et ceux qui ont paient les pots cassés, notamment au tennis, là, le numéro 1 mondial, qui ne pourra pas défendre son titre sur le prochain tournoi. Maintenant, bien sûr, c'est politique, et là, on essaie de taper partout pour essayer d'isoler le président actuel pour que tout le monde lui tourne le dos, et notamment avec les grosses fortunes, parce que là, il y a peut-être ce levier qui va faire que là, ils vont peut-être lui dire toc toc toc, là il faut peut-être arrêter parce que nous on veut bien financer, parce qu'il doit être financé quand même, mais attention. Donc je pense que tout est fait pour isoler
isoler le président de la Russie actuelle et que malheureusement, il y a des pots cassés. Le sport en pâtit de ça et c'est dommage, mais c'est à mon avis nécessaire pour faire cesser malheureusement ce conflit qui est dramatique pour les Ukrainiens. Donc faut pas mélanger sport et politique, du coup, Vicente. Pas d'avis parce que est-ce que on sait si les sportifs russes qui ne peuvent pas pratiquer sont pour ou contre la guerre en Russie. Bon, on a vu l'athlète qui avait le Z. Elle, je crois que c'est plutôt clair, mais tout ce qui est les sportifs Medvedev. C'est peut-être un fan de Zorro. Oui, aussi, sinon, mais. C'est délicat. Après, est-ce que le risque, c'est pas aussi d'isoler les Russes qui ne peuvent plus pratiquer et qui se disent, là c'est un autre débat, c'est plus dans le sport, mais qui se disent, pourquoi le monde ne veut plus de nous, c'est pas nous qui avons décidé cette guerre. Donc, le sport devrait pas être politique. Maintenant, il y a de l'argent, il y a de la visibilité, alors forcément, c'est politisé, c'est certain. Alors on a de la chance parce qu'en régie on nous a offert 6 minutes d'émission en plus. Du coup on pourra parler de la dernière thématique. On va continuer du coup par un sujet un peu plus léger. On va parler de Paris-Nice. Le départ de cette édition 2022 a été donné à Mantes-la-Ville. L'événement réunit plusieurs milliers de personnes. On écoute les réactions des spectateurs venus sur la ligne de départ. C'est un bel événement, on regarde le Tour de France, on les voit quand ils passent dans les Yvelines, c'est sympa de voir ça autour de chez nous. Pour le coup, je suis heureuse parce que j'habite à Mantes-la-Ville et je suis niçoise. D'accord. Donc voilà, très contente d'être là. C'est un super événement pour Mantes-la-Ville, franchement on est heureux d'être là. Alors le lendemain, c'est la petite commune d'Auffargis, 2000 habitants, qui a eu le privilège d'organiser le départ et le maire était ravi, on l'écoute. Un moment de fête, comme je vous le disais, c'est vraiment un moment exceptionnel. Je pense que toute la population a joué le jeu. Et puis j'ai la chance d'avoir une grosse équipe de bénévoles qui nous ont beaucoup aidés, parce que ça nécessite quand même de l'installation, du barriérage et autres. Et donc c'est vraiment un bon moment de fête. Alors depuis 13 ans, le départ du Paris-Nice est donné depuis les Yvelines avec une grosse commune le dimanche et une petite commune le lundi. C'est à chaque fois le programme. On écoute le directeur du Paris-Nice sur le choix d'Auffargis. Ce qui me plaît, déjà, je la connais parce que je la remonte assez souvent à vélo. Et puis, encore une fois, le cyclisme doit aller partout. On doit aller dans les petites communes. On amène les champions. Notre stade, c'est sur les communes, les petites communes. Donc, les champions viennent dans ces stades-là. Donc, c'est merveilleux. Et puis, on est toujours bien accueillis, bien évidemment. Ça fait donc 13 ans que le Paris-Nice part des Yvelines. La question sur ce thème, est-ce que c'est toujours un événement, ce départ de Paris-Nice depuis les Yvelines? Oui ou non? Non pour vous, Yann Dujarrier. On fait un petit duel avec Jean. Jean, vous commencez? Ah ben, je veux, oui. Mais bien sûr, Paris-Nice fait partie des grands classiques du cyclisme français et que c'est un événement, c'est un des plus beaux événements du cyclisme et qui est suivi par les spectateurs et les téléspectateurs. Donc pour moi, en plus, l'honneur pour nous en Yvelines, qu'ils partent des Yvelines, c'est très très bien et ça enchante tous les ans. Cette année là en plus ils avaient le choix dans la date, donc elle était bien organisée, elle était bien faite et donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une belle compétition, elle doit perdurer. Yann. Alors non, ce n'est plus un événement. Un événement, c'est quand il y a cette exceptionnalité. Et là, du fait que ça fait 13 ans que ça part des Yvelines, fait que ce n'est plus exceptionnel. C'est devenu une habitude. Maintenant, la ferveur auprès des supporters et des spectateurs reste bien présente. Et en effet, il faut que cela perdure. Moi, j'espère qu'on va pouvoir encore avoir plusieurs événements, plusieurs années encore, le Paris-Nice dans les Yvelines. Au minimum jusqu'en 2025 et on parle même peut-être de 2030. Voilà, mais c'est très bien parce que c'est une région terre de cyclisme. On a quand même de moins en moins souvent les dernières étapes du Tour de France. Donc voilà, on a Paris-Nice en début d'année, souvent en plus avec une météo qui est quand même un peu favorable. D'ailleurs, il a même, je crois, fait meilleur à Paris qu'à Nice une fois qu'il soit arrivé. Oui. Donc d'un côté, ça s'appelle la course au soleil. Bon bah là, ça a été un petit peu inversé. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est quand même très très agréable. Moi, j'ai surtout envie qu'ils nous refassent la même étape qu'à Coignières quand on a vu le contre-la-montre, un prologue. À Maurepas, pardon, ouais. Ouais. Quand même très très proche les deux et j'ai toujours c'est Maurepas. Mais donc voilà, un petit contre-la-montre, un petit prologue sur la première étape, ça fait longtemps et ça c'est quelque chose que j'attends avec impatience.
Vicente, alors vous, non. Pour vous, c'est plus un événement. Bah, comme on disait, ça fait déjà 13 ans et quand on a pu voir aussi avec l'étape du Tour de France à Mantes-la-Jolie l'année dernière, le Tour de France c'est quand même autre chose. Il y a beaucoup plus d'engouement sur une étape du Tour de France. Après, c'est logique. Il y a aussi beaucoup de monde qui manque, on peut regretter ça aussi sur le Paris-Nice, beaucoup de cyclistes, pour en citer quelques-uns, Pogacar, Richie Porte, Thibaut Pinot, Alaphilippe, les sprinteurs Caleb Ewan. Les spectateurs m'ont dit ce jour-là, il manque Alaphilippe. C'est vraiment lui qui manque sur ce Paris-Nice pour faire passer le Paris-Nice dans une autre ère en fait. Oui, après on l'appelle quand même le mini Tour de France puisqu'il y a 11 vainqueurs de la course qui ont remporté leur premier Paris-Nice avant de remporter leur premier Tour de France. Là, Roglic a son premier Paris-Nice. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il va avoir son premier Tour de France Pogacar me paraît très très fort cette année, difficilement battable, je pense, pour le Tour de France. La messe, j'ai peur que la messe soit déjà dite. Pierre Chevalier, il nous reste 1 minute, après on se fait taper sur les doigts. Eh ben, plutôt convaincu par Jean, parce que je dis, il y a rien de mal dans une habitude, et c'est le propre justement de tous les événements sportifs. Roland Garros a lieu tous les ans, enfin sauf année Covid, et ça reste un événement, et c'est vrai pour tous les événements sportifs. Et je pense que pour toutes les communes, les grandes, les petites des Yvelines, ça reste un événement qui s'organise et qui prend de l'ampleur justement et qui est télévisé, médiatisé. Donc oui, ça reste toujours sur la sellette. Gros événement. Merci, ça sera le mot de la fin. Pierre Chevalier, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Zinedine Zidane qui pourra peut-être faire réfléchir les joueurs du PSG, les dirigeants du PSG. Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.